Patrick Semal, bonjour. Vous êtes paléoanthropologue à l'Institut royal de sciences naturelles de Belgique et vous venez de participer à une étude qui a été menée en collaboration avec l'Université d'Oxford qui a permis de redater les squelettes de l'homme de Spie. Et en fait, on s'est aperçu qu'on s'était trompé sur son âge. C'est bien ça? Oui, en fait, c'est bien ça. Donc, depuis la découverte de l'homme de Spie, donc l'homme de Spie a été découvert en 1886, donc c'est une des premières découvertes d'hommes fossiles, et c'est dans l'histoire de la paléoanthropologie la première fois que les restes humains sont découverts en position stratigraphique, donc qui permettent d'établir leur âge. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu établir l'existence de l'homme des Néandertal. Maintenant, en dehors de ça, ce sont des anciennes fouilles, donc ce sont des fouilles qui n'ont pas été menées avec la qualité des expertises et des analyses que l'on pourrait avoir dans une fouille aujourd'hui, comme ce qui est mené dans la grotte Skladina, par exemple. Et la grotte Skladina est aussi à l'initiative de cette étude de redatation des Néandertaliens de Spie. Alors, la Belgique a ce site particulier, c'est que les Néandertaliens que l'on retrouve en Belgique, et c'est un territoire principalement à la Wallonie qui est extrêmement riche en sites néandertaliens, ce sont des Néandertaliens qui sont très récents, donc qui se trouvent vraiment à l'extrémité chronologique de la population néandertalienne en Europe de l'Ouest et du Nord, et donc à un moment charnière où l'homme moderne arrive en Europe. Donc, Alors, au pour moment où situer il y a à des peu près, on Néandertaliens... parle de quelle date environ? Alors, donner les dates, c'est toujours sujet à interprétation parce que donc les datations radiocarbone que l'on obtient sur les fossiles directement sont basées sur la quantité résiduelle de carbone 14 présent dans les ossements. Il faut savoir que le carbone 14 est un isotope radioactif, que cet isotope va se transformer de manière régulière avec le temps, et donc si l'on compte la quantité de carbone 14 qu'un être vivant assimile pendant sa vie, eh bien, ça, c'est son quota. Et puis, dès que cet être vivant va mourir, il va perdre petit à petit du carbone 14 qui va être remplacé. Et si on compte le carbone 14 résiduel, on peut évaluer son âge. Alors, c'est la fameuse technique du radiocarbone ou du carbone 14 qui permet de dater de manière assez précise et de manière normalement absolue des fossiles ou des charbons de bois jusqu'à à peu près 50 000 ans. 50 000 ans, c'est vraiment la limite théorique parce qu'il y a vraiment à ce moment-là une quantité infime de carbone 14 résiduel. Comme ce carbone 14 diminue avec le temps, l'impact des contaminations par du carbone récent va être de plus en plus importante. Et donc, il faut se rendre compte que quand on a des fossiles qui ont à peu près plus de 30 000 ans, euh, une infime contamination va avoir un impact réel sur le résultat de la datation. Et donc, les fossiles de Spie étaient datés précédemment de à peu près 36 000 ans non calibrés, ce qui leur donnait un âge calibré d'à peu près 40 000 ans, ce qui en faisait les Néandertaliens les plus récents que l'on connaissait et qui avaient été datés directement. On pensait bien que c'était quelque chose d'assez fiable parce qu'on avait daté 3 individus dans 2 laboratoires différents. Donc, c'était quelque chose qui était assez robuste et qui était publié tel quel et considéré comme ça. Par contre, ces derniers temps, on s'est rendu compte que quand on utilisait une nouvelle technique de purification du collagène, donc le collagène est la protéine principale que l'on trouve dans l'os et c'est celle que l'on date pour les datations au carbone 14, eh bien, on s'est rendu compte que certains fossiles, quand on les datait non pas sur l'ensemble du collagène, mais sur un acide aminé qui est très abondant dans le collagène et très rare dans le reste des protéines, qui est l'hydroxyproline, eh bien, qu'on obtenait des âges plus anciens. Et donc, on s'est dit, mais puisque justement ces fossiles de Spie sont vraiment très jeunes et que ça pose des questions sur est-ce qu'il y a eu une coexistence entre les Néandertaliens et les hommes modernes, ou est-ce que les Néandertaliens avaient disparu avant, ou bien est-ce que les hommes modernes ont simplement éliminé par compétition les Néandertaliens. C'est pour ça que c'est très important d'avoir l'âge le plus précis possible pour les fossiles néandertaliens et les premiers hommes modernes. Et il se fait que quand on refait les dates comme ça, avec ce nouveau protocole qui est beaucoup plus précis et qui permet d'éliminer les contaminants, eh bien, on arrive à vieillir les ossements de Spie d'à peu près 5000 ans.
La question maintenant, la problématique qui reste entière, c'est est-ce que ça change quelque chose par rapport à ce qu'on connaît ou on imagine des interactions avec les hommes modernes? Mais est-ce que C'est-à-dire, ça ils veut sont dire plus vieux. Oui, est-ce je que vous ça veut écoute. dire qu'il faut, aussi éventuellement redater, d'autres fossiles et peut-être même les fossiles d'Homo sapiens avec cette même technique? Oui, absolument. En fait, c'est ça l'élément qui est important, c'est que effectivement, la chronologie avec cette nouvelle méthode de datation fournit des dates plus anciennes, mais il est probable que les autres fossiles redatés avec cette technologie vont être plus anciens aussi. Ce qui est intéressant dans ce qui sort maintenant dans les recherches en paléanthropologie et qui n'est pas spécialement limité au cas de non-néandertaliens, c'est qu'effectivement, avec l'utilisation de l'hydroxyproline, on se rend compte que beaucoup de fossiles que l'on avait datés avant, à 25 000 ans, à 30 000 ans, en fait, sont des fossiles qui ont plus de 40 000 ans. Donc, tout le scénario d'arrivée de l'homme moderne en Europe et de coexistence et de remplacement de néandertaliens change. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que parfois, c'est pas aussi simple que ça, parce que quand on fait de la paléogénétique, eh bien, on se rend compte que ces premiers hommes modernes qui arrivent en Europe, ils ne vont pas avoir de descendance d'hommes modernes actuels en Europe. Ils vont disparaître aussi. Donc, c'est comme si à un moment, il y avait eu une période où et les derniers néandertaliens et les premiers hommes modernes vont disparaître tous. Et puis, ils vont être remplacés par des nouveaux hommes modernes qui, eux, vont arriver et qui vont être nos ancêtres. Donc, c'est toute cette problématique-là de notre histoire qui est en jeu avec cette nouvelle datation. C'est ça la complexité, c'est que on retrouve un homme moderne, on retrouve des néandertaliens. Les premiers hommes modernes ont des gènes néandertaliens. Les derniers néandertaliens n'ont pas de gènes d'hommes modernes. Tous les hommes modernes actuels ont des gènes néandertaliens. Et donc, c'est comme si le transfert ne se passait que dans un sens, et pas dans l'autre, des néandertaliens vers l'homme moderne. Et chaque nouvelle analyse, chaque nouvelle étude montre que le scénario est encore plus complexe. Et donc, le scénario classique est de dire les hommes modernes arrivent, ils remplacent les néandertaliens, etc. C'est probablement quelque chose qui s'est passé à une échelle locale, mais l'Europe, elle est très grande. Et il faut se rendre compte aussi qu'on ne réfléchit jamais. Aujourd'hui, il y a plus de 500 millions d'Européens. À l'époque des Néandertaliens, il y avait 30 000 personnes sur toute l'Europe. Donc c'est extrêmement peu. C'est la population d'une commune aujourd'hui en Belgique. Donc on n'est pas du tout dans la même échelle au niveau démographique. Et donc on peut avoir des populations qui peuvent disparaître très rapidement parce qu'il y a une épidémie, parce qu'il y a une éruption volcanique, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on essaye de retrouver. Patrick Semal, je rappelle que vous êtes, paléoanthropologue à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Merci pour cet entretien.